Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Quoi de neuf en histoire. Pour le grand public, corsaire rime avec le malouin Robert Surcouf ou bien le dunkerquois Jean Bart. À moins d'être féru d'histoire maritime, vous n'avez probablement pas entendu parler de l'un de leurs prédécesseurs, Jean Angot, qui pourtant fut un riche armateur de la ville de Dieppe au tournant du XVIe siècle, un personnage dont les bateaux ont contribué à l'exploration du Nouveau Monde et à la lointaine Indonésie. Son histoire est racontée dans un roman que publie mon invité aujourd'hui, Pierre Squara, qui s'intitule Le Prince des Corsaires, la vraie vie de Jean Angot. Bonjour Pierre Squara. Bonjour. L'émission est habituellement consacrée à des essais, et c'est une nouveauté pour nous que de traiter d'un roman, mais c'est un roman qui a de solides bases historiques, très sourcées, et qui nous replonge dans l'ambiance d'une époque et dans la langue de l'époque, on va en parler, et donc il m'a paru avoir toute sa place ici, donc bienvenue. Je disais en introduction que vous racontiez la vie de Jean Angot, 1480-1551, qui n'est pas le plus connu des marins français. Comment s'est faite votre rencontre avec ce personnage ? Elle s'est faite de proche en proche, à partir de mon précédent roman historique qui traitait de Nicole Orem. Nicole Orem a été le chanoine de Rouen, et il a été évêque de Lisieux, et donc j'ai beaucoup cherché sur l'histoire de la Normandie, et c'est comme ça que j'ai croisé Jean Angot. Et comme je suis toujours à la recherche de personnages singuliers dont j'estime que l'importance est sous-estimée, pour essayer de leur redonner vie, je me suis dit que, donc j'ai creusé un peu, je me suis dit tiens, il y a peut-être là matière à faire un personnage, et en découvrant sa vie, j'ai découvert que c'était un personnage éminemment romanesque et que je ne pouvais pas y échapper. Donc le roman s'ouvre avec un Jean Angot au soir de sa vie, dans le manoir de l'arrière-pays diepois qu'il a fait construire, et il fait la chronique de sa fortune et de son infortune. On va le voir, c'est vraiment une vie en deux phases, gloire et infortune, décadence. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots Jean Angot ? Qui est-il ? Quelle est son origine familiale, sa formation, en gros, ce qui l'amène à la mer ? Alors, il était prédestiné à la mer parce qu'il est issu d'une famille de Rouen, qui probablement, qui faisait du commerce, mais dont le commerce était probablement le commerce du vin. Et c'est son père qui a quitté Rouen pour s'installer à Dieppe. Il faut savoir qu'à l'époque, Rouen n'était pas un port très facile pour aborder pour les bateaux. Et donc, Dieppe était beaucoup plus en rapport avec l'océan. Et donc, sans doute, son père s'est-il déporté sur Dieppe pour embrasser le grand commerce de manière plus aisée. Ensuite, il a eu un petit héritage, donc ce père. Et avec cela, il a démarré une activité d'armateur. Et donc le père de Jean Angot était déjà armateur, mais un armateur très modeste. Et donc quand Jean Angot est né, eh bien, il avait toutes les raisons de devenir armateur comme son père. Dieppe, c'est quasiment un personnage à part entière dans le roman. Jean Angot est vraiment indissociable de sa ville. Il en sera même nommé gouverneur par François Ier. Dans ces années 1500, Dieppe, c'est la troisième ville du royaume de France, après Paris et Rouen, donc ça mesure l'importance de cette ville. De quoi est-ce qu'elle tient sa fortune, sa prospérité ? Elle tient du commerce. En fait, Dieppe, c'est le port de pêche le plus proche de Paris. À cette époque-là, le hareng, on peut dire que toute l'Europe du Nord est née du hareng. C'est la première source de protéines, non seulement pour les régions côtières, mais pour les villes à l'intérieur. Il y avait tous les jours ce qu'on appelait les chasse-marées, c'est-à-dire des chariots tirés par 4 chevaux qui étaient pleins de poissons et qui descendaient depuis Dieppe jusqu'à Paris. Et donc, cette pêche intensive, parce qu'en fait, les harengs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme aujourd'hui. Les bancs de harengs, c'était des millions de poissons, il suffisait d'aller les ramasser. Et donc, la pêche, c'est la première richesse de Dieppe, mais il semble que Dieppe se soit livré au grand commerce depuis déjà au moins 100 ans avant la naissance de Jean Angot, et on faisait du cabotage depuis l'Espagne, où on récupérait même des denrées de la Méditerranée, jusqu'à dans la Hanse, et donc toute la mer du Nord était le lieu d'un commerce important, et on échangeait des métaux, du vin, des laines, des peaux, des ardoises, beaucoup de choses. Votre roman historique est sous-tendu par un travail d'archives important sur la vie de la cité et celle des personnages. Quels documents vous avez pu exploiter dans les archives de Dieppe et de Rouen ? Et je vous pose cette question parce qu'on sait que Dieppe a été bombardée par les Anglais en juillet 1694. C'était la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
que ces maisons, essentiellement à pans de bois, ont brûlé et que cet incendie a ravagé pratiquement l'ensemble de la ville. Donc qu'est-ce qui reste comme document de l'époque de Jean Angot que vous avez pu consulter ? Eh bien, il reste... Alors déjà, je ne suis pas historien. Donc, je ne suis pas allé dans les archives, je n'ai pas de secret, je n'ai pas la connaissance pour exploiter au mieux les archives. Donc, j'ai lu quelques archives, celles qu'on peut trouver sur Internet, notamment les archives du tabellionnage, c'est-à-dire des notaires. Mais mes sources seront essentiellement les archives déjà exploitées par des historiens, c'est-à-dire des livres d'histoire ou des commentaires ou des thèses ou des voilà, c'est ça mes sources. Mais un certain nombre de mes lecteurs privilégiés sont par contre, eux, de vrais historiens médiévistes, notamment Philippe Lardin, qui lui a passé une partie de sa vie à éplucher les archives restantes et qui m'a fait l'honneur d'une relecture pour rajouter quelques détails ou pour corriger quelques fautes. Le titre de votre livre, Pierre Squara, c'est Le Prince des corsaires. Alors c'est un peu trompeur parce que Jean Angot n'est pas lui-même un corsaire. Hein, c'est pas Surcouf, le roi des corsaires. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et lui-même, donc ce n'est pas un grand navigateur. Vous l'avez dit, il hérite de l'entreprise de son père qu'il va développer. Son père avait en son temps armé le premier navire français connu qui a atteint Terre-Neuve en 1508. Et ma question, c'est à quel point il a une expérience pratique de la mer. Il a fait sans doute du cabotage, mais quels ont été ses... Déjà, en 1506, il était déjà aux commandes de l'affaire. Parce qu'en 1506, il avait 26 ans et il s'occupait déjà avec son père de ses affaires. Et dans le roman, en fait, c'est un contemporain de Thomas Aubert. Thomas Aubert, c'est un fameux marin diepois. Ils avaient le même âge. Ils ne pouvaient pas ne pas se connaître. Donc, Jean Angot et Thomas Aubert se sont forcément connus. Et donc j'ai imaginé qu'ils avaient grandi ensemble. Je ne peux pas imaginer non plus que Jean Angot était totalement ignorant de la mer. Il a montré trop de maîtrise dans la construction des navires, trop d'intelligence dans le développement de son entreprise, notamment par l'utilisation des cartes et des outils de navigation. Et ensuite, trop de finesse dans les humanités pour imaginer que c'était quelqu'un qui n'avait pas reçu une solide éducation. Donc mais alors là c'est un pari évidemment, c'est pour ça que c'est un roman historique, c'est pas un document. J'ai eu l'intuition qu'il avait eu une solide éducation à la fois en humanité, en navigation et donc je l'ai fait passer par le collège des bons enfants de Rouen, par le Clos des Galets, c'est-à-dire le chantier naval de Honfleur, et puis ensuite il a reçu l'enseignement de son père, qui était armateur et qui lui a appris le métier d'armateur. Dans le premier chapitre du livre, justement, on le voit à l'âge de 8 ans, il est mousse, il embarque grâce à son père à bord d'un bateau qui est dirigé par un certain Jean Cousin, et vous racontez cette expédition qui normalement devait se rendre en Afrique. Du fait de mauvaises conditions météorologiques aux alentours des Açores, le parcours est dévié. Ils vont à ce moment-là accoster sur des rives inconnues jusqu'alors, remonter un large fleuve qui est le Maranhão, peut-être l'Amazone, on ne sait pas. Donc si c'est vrai, ça veut dire que ce serait le découvreur du Brésil, enfin il a participé à la découverte du Brésil bien avant l'arrivée des Portugais. Est-ce que ça c'est une légende ou est-ce que c'est une invention du romancier ? Alors ça, c'est le début du livre. C'est-à-dire que si je n'avais pas cru à cette légende, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'il aurait perdu beaucoup de romanesque. Or cette légende, elle est tenace. Elle est reprise par certains historiens et elle dit que un certain Jean Cousin sur un navire qui s'appelle la Pensée, et vous verrez que la maison de Jean Angot s'appelait la Pensée, donc sur la Pensée, ce Jean Cousin aurait découvert un grand fleuve très à l'ouest de la Guinée, sur une terre inconnue qui ne pouvait être que le Brésil. Et donc, j'ai regardé tous les arguments pour, et ils sont très 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 nombreux. Je peux vous en citer quelques-uns. D'abord, beaucoup de découvreurs de terres nouvelles n'en étaient pas les découvreurs. Les Vikings avaient découvert le Groenland et la côte nord Il y avait une carte vénitienne en 1424 qui figurait les Antilles, c'est-à-dire 50 ans avant Christophe Colomb. Donc, c'est pas impossible. Autre chose, c'est que les Canaries ont été connues depuis l'Antiquité. Hein, on les appelait les îles Fortunées, c'était le bout du monde connu. Mais les Canaries ont été redécouverts par des Normands, Lancelot de Maloisel et Jean de Béthencourt, en 1300 et en 1400. Quand vous êtes aux Canaries,
c'est pas très compliqué d'aller jusqu'en Guinée. Il suffit de suivre la côte. Par ailleurs, il y a des rapports de fonctionnaires pour Colbert en 1669 qui disent que les Diepois sont allés en Guinée en 1365, ce qui est compatible avec le passage par les Canaries. Or, ces gens-là ont eu accès aux archives, parce que c'était avant 1694. Pourquoi est-ce qu'ils auraient menti à Colbert ? Et si vous allez en Guinée et que vous avez une panne de gouvernail, eh bien, vous allez directement au Brésil. Et c'est l'hypothèse que je fais, et c'est ce qui rendait plausible l'aventure de Jean Cousin. Alors, j'avais besoin d'un témoin. Jean-Go avait 9 ans. Il n'était pas inhabituel que des mousses de 9 ans aillent sur des bateaux, surtout quand c'était les enfants de l'armateur, qui était un mousse un peu d'opérette. Il était très protégé comme mousse, hein. Vous avez pu voir. C'est pas un mousse qu'on a maltraité. Et donc, je ne sais pas si Jean-Go était sur ce bateau, mais ça m'a paru plausible. Et puis, comme il me fallait un témoin, je l'ai mis sur le bateau. Oui, puis c'est plausible, et puis effectivement, c'est un joli côté, un bon moyen de commencer l'histoire, comme vous dites. Faisons un pas de côté avec la grande histoire, avec un grand H, pour parler vraiment de l'écriture du roman. Donc là, je déduis que le début du roman, l'idée, c'était ça. Et comment, après, vous travaillez un roman ? Est-ce que vous avez d'emblée le plan en tête ? Là, en l'occurrence, c'était un plan chronologique. Est-ce que vous savez, dès la première ligne, où vous allez amener le lecteur ? Alors, en fait, un roman, c'est d'abord 1 an, 18 mois d'accumulation de données. Une fois qu'on a accumulé les données, on cherche, parfois assez longtemps, un fil rouge qui va structurer le récit. Et en général, on essaye d'en trouver 2. Un évident, la chronique, et un deuxième un peu plus caché, mais qui est finalement le message. Et en ce qui concerne Jean-Go, c'est sa réflexion philosophique et religieuse qui va l'amener à s'interroger sur le sens de la vie et de son engagement religieux jusqu'à la fin de ses jours, qui sera la conclusion de ce passage. Et une fois qu'on a son fil rouge, eh bien on le déroule. Et concernant les personnages, comment vous faites pour les construire ? Parce que bon, il y a les faits historiques qui attestent de leur présence, de leur existence, de leur biographie, mais pas de leur caractère. Donc quand vous avez un personnage en tête, et il y en a pas mal dans le livre, comment est-ce que vous assignez une personnalité au personnage ? Alors j'ai un secret. D'abord, je me fais une idée de la psychologie du personnage. Je regarde le portrait, et ensuite, je l'identifie à un de mes amis. Et ensuite, je décris cet ami à travers l'identification factice que j'en ai fait avec mon personnage. Donc il y a certains de mes amis qui peuvent parfaitement se reconnaître à travers certains personnages. Alors, j'espérais un peu cette réponse, parce qu'il y a un personnage qui est très intéressant, qui est Bartholomé, qui est une fougueuse bohémienne qui dépucelle Jean-Go adolescent. Qui vous a inspiré ? Alors non, Bartholomé, oui, je pourrais dire que je me suis inspiré de mon adolescence. Mais il n'y a pas une véritable étude de caractère de Bartholomé. D'accord. Par contre, je me suis beaucoup amusé lorsque le maître de Jean-Go, qui est celui qui lui apprend à construire des navires, donc le maître au Clos des Galets de Honfleur, découvre cette idylle entre Jean-Go et Bartholomé, et il lui fait quelques cours d'éducation sexuelle pour éviter qu'elle soit enceinte. Et j'ai beaucoup étudié la façon dont on concevait la sexualité à cette époque-là, notamment avec les livres, les ouvrages d'Averroès, pour m'en inspirer afin de reproduire la leçon d'éducation sexuelle pour Jean-Go. Pierre Squara, un autre élément qui m'a paru vraiment remarquable dans le livre, c'est l'utilisation de la langue de l'époque. Que ce soit le vieux français ou bien le patois normand, vous utilisez abondamment les mots et les expressions de l'époque. Je vous avoue que c'est un peu déconcertant au début, parce que les termes sont parfois très techniques, et par exemple, en ce qui concerne le vocabulaire maritime, mais la lecture est facilitée par des notes en bas de page qui expliquent ces termes anciens. Je vais donner un exemple, j'ouvre page 45. On est justement sur la première expédition de Jean Cousin où Jean-Go est mousse à 8 ans, et donc il est sur le bateau. On lui demande d'aller chercher des instruments de mesure pour mesurer la vitesse du navire, qui sont rangés dans un coffre dans la cabine du capitaine. Et donc je vais lire ces quelques lignes. Je grimpais vers le demi-pont où s'ouvraient les 2 cabines, à destre celle du capitaine où je dormais aussi. Je savais le coffre à l'endroit indiqué. Outre les ustensiles désignés, il contenait quelques effets, une fourgeoire, un miroir et 2 petits coffrets qui devaient renfermer des électuaires. Le loch se composait d'une longue cordelette montée sur un touret,
arrêté d'une pièce de bois léger et d'un plomb. Et on peut continuer à lire comme ça. On comprend parfaitement ce choix parce que ça nous remet dans le contexte de l'époque, mais vous n'avez pas eu peur de décourager les lecteurs ? En fait, je ne sais pas vraiment si j'écris pour le lecteur. J'écris pour moi parce que je suis intéressé par le personnage, mais c'est vrai que être intéressé par le personnage, c'est être aussi intéressé par la langue qu'il utilisait. Et donc, je sais qu'un certain nombre de lecteurs vont pas aller au bout, même parfois mes enfants. Mais je sais aussi qu'il y en a certains qui recherchent particulièrement cela et pour lequel ça va donner un supplément d'âme au livre. Et donc, c'est vrai que j'essaie de mettre le lecteur dans l'ambiance en utilisant la langue appropriée. Et comment vous avez acquis cette maîtrise vraiment du patois normand ? Parce qu'il n'y a plus de locuteurs aujourd'hui. En tout cas, j'imagine que le patois d'aujourd'hui n'est pas celui du XVIe siècle. Quand, dans les documents, les recherches que vous avez faites, quand vous retrouvez des mots d'époque, comment vous arrivez à retrouver leur sens ? C'est une passion ancienne d'utiliser les mots de la langue française qui est née avec Fortune de France et Robert Merle. Et quand vous avez cette espèce de patrimoine de base, ensuite, il existe des dictionnaires, des termes anciens, de marine, de patois normand, et puis vous essayez d'en trouver quelques-uns dont le sens soit suffisamment facile à percevoir pour que le lecteur ait au moins une idée de ce que ça peut vouloir dire. Il ne faut pas que ça soit complètement trop surprenant. On peut faire un jeu si vous voulez, parce que j'ai préparé une petite liste comme ça de termes. Alors on va se concentrer vraiment sur les voyages en mer et notamment les vents que rencontrent les navires. Je vais vous donner quelques noms de vents en patois normand et on va voir si vous retrouvez la direction du vent. Un vent orzin, H-O-R-Z-I-N. C'est du nord. C'est du nord, très bien. Une brise foraine. Foraine, c'est du sud. Voilà. Le nord-ouest. Nord-ouest, c'est voilà, c'est nord-ouest. Facile. Et le chorus. Un chorus, c'est pas une direction, je crois que c'est un vent léger. Oui, bah c'était le nord-ouest aussi. C'est le vent léger aussi. du nord-ouest. Bon, c'était le petit piège. Alors j'avais une rose des vents, oui. En patois normand, sur mon ordinateur, et je l'utilisais pour désigner les vents. Oui, puis même les distances nautiques, les milles nautiques de l'époque ne sont pas les mêmes. Pas tout à fait. Oui. Voilà, pas tout à fait les mêmes choses que les milles nautiques d'aujourd'hui. Et un autre point linguistique qui est marquant aussi, c'est l'utilisation de mots d'ancien français qui parsèment le texte. J'ai relevé aussi là encore quelques exemples. Je ne vais pas vous interroger dessus, mais aujourd'hui on dit remercier. À l'époque on disait mercier. Et d'ailleurs il y a beaucoup de mots aujourd'hui on dit re ou le r au début qui sont enlevés à l'époque. Aujourd'hui on dit le lendemain. À l'époque on disait en demain. Le L saute. Un mot que vous utilisez souvent, c'est déquiétude, pour dire inquiétude, ou dépriser au lieu de mépriser. Donc, j'imagine apprécier au lieu d'apprécier. Voilà, donc j'imagine que ça a dû aussi être un vrai plaisir d'écriture, ça, de substituer des mots qui nous sont familiers et qui finalement vont surprendre un peu le lecteur. Ça, c'est une gourmandise, oui, absolument. Pierre Squara, je voulais qu'on revienne à l'histoire de Jean Angot, après avoir parlé de la façon dont vous avez écrit le livre. Jean Angot, on l'a dit, c'est un armateur, une activité maritime qui va vraiment croître sous son règne, à un rythme soutenu, parce qu'il fait sortir de ses chantiers au moins un vaisseau par an. Mais donc ce n'est pas lui qui navigue, il a des capitaines pour cela. Quelle relation il noue avec ses capitaines ? Il a une relation avec ses capitaines qui est basée sur un certain nombre d'indices en nombre faible, mais qui semble attester qu'il avait une relation proche, notamment à un moment. Charles Quint a saisi un de ses navires avec ses équipages, notamment un de ses capitaines qui s'appelait Sylvestre Bille, et lors du traité de Cambrai, c'est-à-dire la paix des dames qui a clôturé un conflit qui datait de la bataille de Pavie entre François Ier et Charles Quint, qui se détestaient d'ailleurs tellement qu'il a fallu que les mers s'en mêlent, c'est pour ça qu'on appelle ça la paix des dames. Et lors de la paix des dames, Jean Angot a fait porter au roi la liste des équipages qu'il voulait voir libérés. Malheureusement, les pauvres, lorsqu'on a voulu les libérer, le bateau sur lequel Charles Quint les avait mis, enfin les amiraux de Charles Quint les avaient mis, avaient été pris par les barbaresques et ils étaient en esclavage et ils n'ont été libérés que 10 ans plus tard. Et quand 10 ans plus tard, ils ont été libérés, ils sont revenus voir Jean Angot. Donc ça tend à prouver que la relation était étroite entre eux. Sinon, à part ça, ils avaient des rapports commerciaux habituels. L'armateur, en général,
achetait le bateau, le pourvoyait de tous les vivres, de tout le matériel pour faire le voyage, et ensuite il y avait part à 4, si je puis dire. La moitié des gains étaient pour l'armateur, le quart pour le capitaine et l'équipage, et le dernier quart, c'était souvent pour l'amiral et pour le roi. Et donc c'est également un notable de la ville, Dieppe, je le rappelle. Il accumule les charges, dont celle de grenetier, c'est-à-dire l'officier qui juge en première instance les litiges relatifs à la gabelle, l'impôt indirect sur le sel sous l'Ancien Régime. Et sel, quand on est à Dieppe, on sent bien que ce sont des sommes importantes. Est-ce que c'est un coup à se faire beaucoup d'ennemis, et notamment des rivalités avec les autres armateurs ? Alors non, en fait, il a eu d'abord beaucoup d'amis. Son implication dans la ville de Dieppe est née du fait qu'il est devenu le fermier receveur de l'archevêque. En fait, la ville de Dieppe appartenait à l'archevêque de Rouen. C'était et donc tout ce qui se faisait dans la ville de Dieppe, les marchés, les poissons, les cuirs, les laines, tout cela donnait droit à une rétribution de l'archevêque. Et lorsque l'archevêque a été nommé, la première chose qu'il a fait pour avoir de l'argent tout de suite, c'est de mettre à ferme cette ville. Et c'est Jean Angot, c'était le père de Jean Angot qui l'avait préparé, mais il est mort. Et en fait, c'est Jean Angot qui s'est retrouvé acheté. Donc il a payé, je crois, 4000 livres ce fermage. Voilà. Et ensuite, charge à lui de répartir tous ces fermages en différents bourgeois et d'en toucher un loyer. Le total est devant faire un peu plus que 4000 pour qu'il y trouve quelque chose. Et donc, le fait qu'il était détenteur de tout un tas de droits et qu'il était capable de les sous-traiter, finalement, à différents bourgeois, faisait qu'il avait... Et comme il ne faisait pas ça pour s'enrichir, puisque c'était le commerce qui l'enrichissait, mais pour s'installer, c'est ce qui permettait de lui donner beaucoup d'amis, puisqu'ils étaient ses débiteurs. Angot comprend aussi qu'il faut développer une nouvelle politique maritime, se détourner, en tout cas pas rester exclusivement sur le secteur méditerranéen, mais qu'il faut aussi donner la priorité au grand commerce océanique. Or, en ce début de XVIe siècle, les terres à l'ouest de l'Afrique sont partagées entre l'Espagne et le Portugal par le traité de Tordesillas, donc signé en 1494, et qui est confirmé aussi par une bulle du pape. Donc en théorie, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas n'ont pas accès à ces possessions-là, donc le Nouveau Monde. Et Jean Angot va faire, on va dire, du prosélytisme, auprès du lobbying, on dirait plutôt, auprès de François Ier pour tenter de modifier cet état de fait et donc accéder librement aux voies commerciales nouvelles. Avec quel succès il arrive à faire ça ? Alors, c'est tout à fait ça. Donc, Jean Angot, à Dieppe, il était ouvert sur l'océan et il était en contact. Les marins se parlaient, ils s'échangeaient des cartes. Et donc, il savait très bien que les Portugais exploraient le monde et s'appropriaient des comptoirs commerciaux un peu partout. Et il n'avait de cesse que de faire pareil. Et il a tout fait pour que le roi soit convaincu que l'océan devait être aussi ouvert aux Français. D'ailleurs, on prête à François Ier une parole amusante. Lorsque on a voulu d'empêcher ses bateaux d'aller à la conquête du Brésil, de la Guinée, du Nouveau Monde, il a dit « je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui me prive du partage du monde ». Et donc, François Ier a beaucoup travaillé, mais il a mis longtemps à avoir du succès, pour que ce traité de Tordesillas, qui partageait le monde en deux, tout ce qui était à l'ouest d'une certaine ligne était pour l'Espagne, et tout ce qui était à l'est pour le Portugal. François Ier a finalement obtenu, mais en 1533, c'est-à-dire 40 ans plus tard, que le pape ne change rien à ce traité, mais ne le déclare valable que pour toutes les découvertes qui avaient été faites avant le traité de Tordesillas. Et donc, tout ce qui avait été découvert après 1494 pouvait appartenir à son découvreur. Et malheureusement, Henri II, à peine quelques années plus tard, le successeur de François Ier, le successeur de François Ier, son fils, a annulé ce traité. Et donc, toutes ces 40 ans pendant lesquels il était interdit d'aller sur les terres attribuées par le pape aux Portugais et aux Espagnols, a été la motivation première de la course. C'est-à-dire que puisqu'il n'en avait pas le droit,
ils s'arrogeaient le droit de le faire avec une lettre de marque du roi. Et si le roi les autorisait, eh bien ils allaient là où ils voulaient, et si on les empêchait, ils saisissaient les navires qui les empêchaient de le faire. Oui, puis Jean Angot va quand même être à l'origine d'une colère noire de Charles Quint, le souverain ibérique de l'époque, parce qu'il va arraisonner les navires qui lui ramenaient le trésor des Aztèques. Alors là, c'est son coup de génie, et c'est ce qui fait sa fortune. Sa fortune, bien sûr. Mais j'ai une autre petit détail sur le traité de Tordesillas, très important. Le traité de Tordesillas a lieu en 1494, et le roi du Portugal insiste énormément pour qu'il ne soit pas fixé, comme c'était prévu initialement, à 100 lieues de mer de l'île de Fer, c'est-à-dire l'île la plus à l'ouest des Canaries, mais à 370 lieues. Il insiste beaucoup, et finalement le pape cède, les Espagnols cèdent, d'accord, 370 lieues. Sauf que cette simple demande avait pour conséquence de mettre le Brésil dans son aire d'influence. Or, le Brésil a été censément découvert en 1500 par Pedro Cabral. Donc ça veut dire qu'avant 1500, il savait qu'il y avait des terres qu'il était important de garder à cet endroit-là, et c'est un autre des arguments pour valider l'hypothèse de Cousin, parce que Vincent Pinzon, qui était le second de Cousin, et qui fut ensuite le second de Christophe Colomb, fait partie de ceux qui ont découvert le Brésil. En fait, découvert parce que on les a envoyés pour le découvrir, mais en fait, ils y étaient déjà venus avant. Et la grosse prise, on en parlait. Donc grosse prise, là, c'est donc Hernán Cortés pille l'Empire aztèque, et la capitale, qui est aujourd'hui Mexico, et donc remplit 3 galions entiers du trésor de Moctezuma. Et il est tellement pressé de devenir le gouverneur de ces pays qu'il s'empresse d'envoyer les 3 galions à Charles Quint, et il espère que, voyant les richesses, Charles Quint va le désigner gouverneur. Il est tellement pressé de se faire valoir auprès de Charles Quint qu'il en oublie de garder sa part. Donc il met vraiment tout. Et évidemment, 4 bateaux de Jean Angot attendent tout ce beau monde aux Açores et s'emparent avec plus ou moins de difficulté des 3 galions. Et Jean Angot va aller porter le quart qui appartient au roi à la cour. Et évidemment, ce jour-là, ses actions vont monter en flèche à la cour parce que c'est une fortune absolument invraisemblable qu'il va apporter. Ça va aussi générer un peu de jalousie parce que il y a quelques-uns qui vont se dire, certes, il y en a un quart pour le roi, mais lui, c'est garder la moitié, elle ne doit pas être mal. Ça fait beaucoup. Oui, puis il y a les trésors, il y avait aussi tous les plans d'expédition, donc il a une idée du territoire déjà. Exactement. Vous relatez évidemment les expéditions financées par Jean Angot dans la plupart des chapitres du livre, avec à l'appui des cartes en fin de roman sur les itinéraires au plus près. On va laisser bien sûr la primeur de la découverte au lecteur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste un petit mot sur les expéditions de Giovanni da Verrazzano, parce que ce nom dit peut-être quelque chose aux voyageurs modernes qui connaissent New York. C'est le nom du pont qui relie Brooklyn à Staten Island. Quel rapport entre cet explorateur florentin et Jean Angot et New York ? Eh bien, un rapport absolument direct, puisque Giovanni Verrazzano était ami de Jean Angot et que Jean Angot lui a financé le voyage. Donc en fait, dans un premier temps, Giovanni Verrazzano a voulu il cherchait une route des Indes. Hein. Donc il a commencé par vouloir la chercher en passant par le Cap Nord. Et il a perdu 2 de ses navires dans une tempête. Donc il est revenu à Dieppe. Et donc du coup, voyant que c'était pas si simple de passer par le Cap Nord, et a voulu partir donc par l'ouest. Et donc il est avec son frère, puisqu'ils étaient 2 frères Verrazzano, arrivés à ce qui aujourd'hui est le Cap Fear, c'est-à-dire en Caroline. Et à partir de la Caroline, ils ont remonté toute la côte, depuis donc la Caroline jusqu'à la Terre-Neuve, et ils ont exploré pour la première fois toute cette côte, et donc au passage ils ont découvert New York, qu'ils ont appelé Nouvelle-Angoulême, en hommage à Marguerite d'Angoulême, la sœur du roi, et au roi, puisque François Ier était duc d'Angoulême. Et donc ils ont exploré toute cette côte, et c'est particulièrement émouvant comme relation de ce voyage, parce qu'ils ont découvert les Indiens.
Et donc, il découvre les mœurs de ces Indiens qu'il trouve aussi beaux qu'on puisse l'être. Ce sont leurs propres termes. Et les Indiens leur font la fête. Et donc, ils ont des relations extrêmement fraternelles. Et même, ils en ramènent à Dieppe. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui acceptent de tenter le voyage. Et il y a eu des Indiens à Dieppe. Il y a des relations tout à fait certaines, des chroniques d'Indiens qui sont revenus à Dieppe. Parmi les expéditions que vous relatez, quelle est pour vous la plus marquante ? Par exemple, en termes d'audace ou alors en termes de portée de découverte, quelle est celle qui vous a le plus intéressé ? Alors, je crois que les deux principales expéditions financées par Jean Angot, toutes les deux leur charme, celle donc de Verrazano dont on vient de parler, par la découverte des Indiens, et celle des frères Parmentier qui sont allés. Parmentier était d'abord un cartographe de Jean Angot, et puis ensuite il est devenu un de ses capitaines. Et ça c'est important, je vous interromps sur cette école de cartographie, qu'on appelait à l'époque hydrographie, parce que Angot et les gens de Dieppe ont vraiment fondé une école qui a permis de produire beaucoup de cartes et diffuser les nouvelles connaissances. On voit par exemple qu'ils ont placé l'Australie sur une carte, l'Indonésie, Sumatra. Donc c'est aussi un héritage de Jean Angot, ça. Ah oui, alors l'école de cartographie de Dieppe est absolument fameuse dans le monde entier à cette époque-là. Elle n'est pas due à Jean Angot, elle est due à l'abbé Desseliers, qui était un ecclésiastique passionné de cartographie. Mais Jean Angot les a financés, parce qu'il avait besoin de ces cartes pour ses navires, et il n'a cessé de les encourager, et de les accompagner, et de les financer. Et donc, on a parmi les plus belles cartes de cette époque viennent de l'école de Dieppe. Parmentier était un des cartographes, puis ensuite il était d'extraction modeste, il a gravi tous les échelons, il est devenu un des capitaines, et il était très fidèle à Jean Angot, et quand il lui a demandé de lui financer l'expédition de Sumatra, il l'a fait. Et cette expédition est décrite minutieusement par Pierre Crignon, qui était un écrivain, et qui a accompagné cette expédition, qui est une expédition dramatique, puisqu'ils sont morts, les frères Parmentier, pendant cette expédition, probablement d'une typhoïde ou d'une intoxication alimentaire à Sumatra, mais on en connaît le détail de toutes les tempêtes, le détail du scorbut qu'ils ont eu pendant la traversée, le passage aux Seychelles, l'arrivée à Sumatra, la crainte des anthropophages qu'il n'y avait plus depuis longtemps, parce que Marco Polo avait dit qu'il y en avait, mais ils découvrent bien au contraire, non pas des populations primitives comme les Verrazano avaient pu le trouver en Amérique, enfin en Amérique du Nord, mais au contraire des gens assez roublards avec lesquels il est très difficile de faire du commerce, et du coup ils rentrent avec assez peu de poivre, mais surtout avec un équipage décimé par les maladies, les tempêtes et les conditions de navigation. Cette expédition des frères Parmentier, elle est l'objet aussi d'un livre de l'historien Romain Bertrand qui vient de sortir, c'est vraiment un hasard du calendrier éditorial, au Seuil, qui raconte cette expédition, mais aussi la réception du manuscrit de Pierre Crignon, sa redécouverte au XIXe siècle, au moment où la France va revendiquer aussi l'antériorité de ses possessions dans les confins du monde. Le titre de son livre, c'est « Les Grandes Déconvenues ». Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier. Et le sous-titre de son livre me permet de faire la transition avec un autre pan de la vie de Jean Angot, c'est la Renaissance. Effectivement, à cette époque, François Ier poursuit les guerres d'Italie, il contribue à la diffusion en France des idées et des artistes italiens, et on rencontre d'ailleurs dans votre roman un personnage que l'on nomme à l'époque en France Liénard de Vinci, qui n'est autre que Leonardo da Vinci. En quoi est-ce que Jean Angot est un homme de la Renaissance pour vous ? Alors, Jean Angot, il est à la fois attiré par l'Italie et exaspéré par l'Italie. Il est attiré par l'Italie parce que c'est la mode de l'époque. Les guerres d'Italie, qui ont été une catastrophe épouvantable, 100 ans après la guerre de 100 ans, on recommence une guerre qui va durer 100 ans, répartie en 11 guerres. Et donc, la France va s'y épuiser. Ce qui va énerver beaucoup Jean Angot, c'est que François Ier va dépenser des fortunes et des armées pour un duché, celui de Milan et celui de Naples, et complètement négliger un continent qui est l'Amérique du Nord,
qui lui tendait les bras, puisque Giovanni Verrazzano n'attendait qu'une chose, c'est qu'on lui donne 150 hommes pour y retourner. Je rappelle que Cortés a pris l'Empire Inca avec 150 personnes. Et nous, on en perdait 10 000 par mois à Milan. Et donc, d'un côté, ces guerres d'Italie ont ruiné l'Europe, parce que pratiquement toute l'Europe y a été associée à un moment ou à un autre, mais elles ont diffusé l'art de la Renaissance dans l'Europe entière. Et en particulier, l'art de la Renaissance qui était la Renaissance dont la philosophie c'est le retour à l'Antiquité, le retour à ce qui est les idées dans leur expression la plus simple, et ce qui explique aussi la réforme religieuse. Parce que on a voulu retourner aux sources de la religion. Et c'est ce qui va permettre l'émergence de la réforme auquel Jean Angot va s'intéresser. Et donc, il a une relation ambivalente avec l'Antiquité, avec la Renaissance, puisqu'il va d'abord être énervé par cette fixation qui l'empêche de regarder vers le vrai trésor qui est l'Amérique. Et puis d'un autre côté, il est sensible à l'art, il est si sensible d'ailleurs que le manoir qui va se faire construire à Varangeville va être assez étonnamment un mélange de classicisme et de Renaissance. Oui, et d'ailleurs ce manoir, en tout cas, ça semble pas être une architecture m'as-tu vu, hein. Il prend des notes italiennes, mais il y a quand même aussi le pays de Caux qui est représenté. Exactement. Et vous l'avez parlé de la religion, parce qu'effectivement, ce renouvellement intellectuel de la Renaissance intéresse également le domaine religieux. Martin Luther publie ses 95 thèses en 1517 et la réforme protestante n'est pas sans rencontrer un écho favorable en France. Quelle influence la réforme a-t-elle sur Jean Angot et est-ce qu'il exprime publiquement ses hésitations spirituelles ? Alors Jean Angot, les idées religieuses sur Jean Angot, elles reposent sur peu d'arguments. Donc on est obligé de faire, là encore, œuvre de romancier, mais moi je suis un romancier qui essaie de coller le plus possible à la réalité, et quand je ne connais pas la réalité, le plus possible à ce qui est plausible. Alors qu'est-ce qu'on sait ? On sait que Jean Angot était ami de Marguerite de Valois. Elle a favorisé sa carrière, on a des lettres. C'est la sœur de François Ier. Marguerite de Valois était une femme extraordinaire, reconnue comme, on l'appelait la perle des Valois. Tous les chroniqueurs du temps disent qu'elle était non seulement très jolie, mais très intelligente, et très cultivée. Et d'ailleurs, elle a laissé une œuvre littéraire, et notamment des poésies tout à fait reconnues. Et elle était un des piliers de la réforme à la cour. Donc, que Jean Angot ait suscité l'amitié d'une telle femme impliquait à tout le moins qu'il était cultivé et pas ennemi de la réforme. Ensuite, le deuxième argument, c'est qu'il a été accusé par Calvin d'être libertin illuministe. Libertin illuministe, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire libéral. Les réformateurs comme Calvin et comme Luther n'entendaient pas que le troupeau des croyants se disperse. Ils voulaient bien le ressortir de la papauté, mais à condition qu'il retourne dans leur troupeau à eux. Malheureusement, cette liberté qu'on a donnée aux gens d'interpréter la Bible par eux-mêmes a donné à un certain nombre de gens l'envie de s'autonomiser. Et c'est ceux-là qu'on appelait les libertins ou les libéraux, et c'était très très mal vu. Et donc le fait que Jean Angot ait été traité de libertin illuministe par Calvin me fait dire à moi que c'était un humaniste libéral. Et comme il avait les rapports de tous ces capitaines, de toutes ces peuplades primitives, parce que ceux de la Guinée, c'était comme ceux des Indiens, c'était plutôt ce qu'on a, le mythe du 19e siècle du bon sauvage. Je pense qu'il devait avoir une vision du monde assez pragmatique et assez humaniste. Et donc, il a nécessairement adhéré à la réforme. Alors, adhérer à la réforme jusqu'à ce qu'elle devienne pernicieuse, parce que cette réforme, qui au début était une remise en question des excès de la religion catholique, la vente des indulgences, la marchandisation de beaucoup de choses, elle a été récupérée comme toutes les bonnes idées par des gens qui ont voulu en faire un des instruments de pouvoir. Et autant Charles Quint et François Ier avaient plutôt un regard, disons,
intéressés par la réforme, parce que du coup ça leur donnait de l'indépendance vis-à-vis du pape. Quand cette réforme a remis en cause leur propre pouvoir, eh bien ils se sont mis d'accord avec le pape pour faire l'Inquisition. Tout ce que vous dites, Pierre Squara, est très juste sur le plan historique. Et vous avez dit qu'il a été ami avec Marguerite de Valois, en tout cas, ils se connaissaient. Mais dans le roman, quand même, on a envie que ça aille un peu plus loin. Et ça n'arrive jamais. Vous n'avez pas voulu franchir le pas d'une liaison entre les deux. Eh bien, déjà, on n'est pas sûr. Déjà, alors moi, j'ai pas de passage obligé. J'ai déjà donné avec Bartholomé. J'allais pas créer une histoire sentimentale totalement invraisemblable entre Marguerite de Valois et Jean Angot. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle ait eu une relation avec je pense que c'était son valet, qui était Clément Marot, et qui était un homme tout à fait spectaculaire et intéressant. Non, je pense qu'il y avait une amitié véritable, mais Marguerite de Valois n'était pas une femme facile. Je pense que l'amiral d'Annebault, qui a essayé de s'introduire dans sa chambre de manière frauduleuse, l'a payé assez cher. Jean Angot participe aux guerres de François Ier, en assumant pour une large part d'ailleurs les frais considérables d'armement de la flotte royale, notamment 1544-1545 contre l'Angleterre, et on voit d'ailleurs qu'il y a un petit débarquement en Angleterre qui se fait, donc comme quoi on peut débarquer en Angleterre quand on est français, sauf que François Ier est remplacé par Henri II, qui ne voit pas ça d'un très bon œil, et donc les avances que Jean Angot accorde ne sont pas remboursées. Et ça participe à son déclin financier, et puis donc son déclin aussi en tant que notable de la ville de Dieppe. Il finit à demi ruiné. Est-ce que la chute du personnage vous a intéressé ? Est-ce que c'était aussi un argument finalement fort pour vous dire tiens, je vais me lancer et raconter son histoire ? Alors oui, bien sûr, ça participe au romanesque du personnage, d'autant plus que sa chute, elle est parfaitement imméritée. D'abord, une partie, ce sont les dettes que le roi contracte à son égard, mais François Ier l'a toujours beaucoup sollicité financièrement, mais c'est toujours arrangé pour le rembourser. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il lui a donné du pouvoir qui faisait qu'il pouvait se rembourser des avances qu'il faisait au roi. Malheureusement, quand François Ier est mort, Henri II ne s'est pas soucié de rembourser des dettes, mais c'est pas ça qui a créé la chute de Jean Angot. Ce qui a principalement créé la chute de Jean Angot, c'est l'épouvantable décision d'Henri II de fermer la mer aux marins français. Et donc, la ville de Dieppe a périclité en très peu de temps, d'autant plus que les gens ont essayé d'échapper à l'impôt, et donc, pour être certain de pouvoir taxer les bateaux, il a imposé qu'ils passent par Rouen. Donc du coup, Rouen, qui était la capitale de la Normandie, a pris toute la place, et Dieppe a périclité assez vite, dont la fortune de Jean Angot de manière identique. Donc ensuite, il a perdu donc son rôle de gouverneur qui ne l'intéressait plus, d'autant plus que l'évêque avait changé, donc l'archevêque avait changé, il n'avait plus les mêmes relations avec lui, et donc il a fini dans une espèce de retraite à Varangeville, retraite pas misérable, mais il n'avait plus rien du personnage qu'il avait été. Aujourd'hui, quel héritage de Jean Angot on voit encore à Dieppe, dans les rues de Dieppe ou aux alentours ? Alors, Jean Angot est peu connu en France, mais il est quand même assez connu en Normandie. Il y a une rue Jean Angot à Rouen. Il y a un lycée Jean Angot à Dieppe. Il y a le bassin du port de Dieppe qui s'appelle Jean Angot. Il y a les fondations de sa maison qui était la pensée, parce qu'en fait, Jean Angot s'est fait bâtir une merveilleuse maison sur le port de Dieppe qui s'appelait La Pensée, qui était en bois, qui a brûlé lors du siège anglais, peut-être même avant d'ailleurs, on n'en est pas très sûr. Et les fondations de cette maison restent. Donc les caves de la maison de Jean Angot restent, et dessus on a bâti un collège d'oratoriens. Et aujourd'hui, il y a des chambres d'hôtes. Vous pouvez dormir dans la maison de Jean Angot. De Jean Angot. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais Jean, à l'époque, ça s'écrivait J-E-H-A-N. Hein. Oui, Jehan. Voilà, Jehan, exactement. C'est pour ça que je le fais appeler Jean Angot, parce que j'imagine pas qu'on ait traîné Jehan Angot pendant toute sa vie. Il y a bien quelqu'un qui a dû faire gommer l'assonance pour créer Jean Angot. Et je voulais vous livrer une anecdote. Vous savez qu'il y a un autre Jean Angot qui est très connu aujourd'hui ? En faisant des recherches préparatoires à cet entretien, je suis tombé donc sur un autre Jean Angot qui est un personnage du manga One Piece. Vous connaissez peut-être pas le manga One Piece, mais c'est le plus vendu au monde. Plus d'1,5 milliard d'exemplaires vendus.
au Japon et ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'adolescents qui ont entendu parler d'un Jean Angot qui est un chasseur de primes. Et donc peut-être qu'ils ont eu envie après de chercher l'origine de ce nom. Mais donc il y a un autre Jean Angot. Quand vous tapez Jean Angot sur Internet, vous tombez plus sur le manga One Piece que sur le XVIe siècle. Avec le temps que j'ai passé sur Internet, ça m'étonne que ça m'ait échappé. Ah oui, si, je vous montrais. Il a un chapeau en forme de cactus, vous verrez. Jean Angot, donc c'est un des piliers de la Normandie, on va dire. Et puis, votre précédent roman historique s'appelle Le mystère Nicole Orem, paru chez Plon en 2020, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui raconte la vie de Nicole Orem, qui a été l'évêque de Lisieux, un siècle avant Jean Angot. Vous avez un tropisme vers la Normandie, et est-ce que c'est le sujet du prochain roman ? Non, j'ai été attiré par Nicole Orem vers la Normandie, puis au passage j'ai trouvé Jean Angot. Là, j'ai plus d'autres personnages qui me semblent très importants, et méconnus, dont j'ai envie de faire le portrait. Aujourd'hui, si j'ai une attirance, elle est plutôt du côté de la Toscane. D'accord. Et c'est une femme. Eh ben, on en reparlera sans doute. Merci beaucoup, Pierre Scora, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Hassan. Je rappelle le titre de votre livre, Le Prince des Corsaires, la vraie vie de Jean Angot. C'est un roman historique qui vient de paraître chez Balland, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.